Le 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 29 novembre. L'onde de choc Wikileaks, quand des milliers de télégrammes diplomatiques américains révèlent l'autre face de la diplomatie et le jeu des forces qui s'opposent sur la planète dans les grands conflits du moment, par exemple au sujet de l'Iran. Dossier spécial dans cette édition avec nos 4 invités. La chute de la bourse de Paris aujourd'hui, près de 2,5% dans un climat de crainte persistante de contagion de la crise dans la zone euro, malgré le plan de sauvetage de l'Irlande. Un SDF de 78 ans retrouvé mort de froid cet après-midi à Ivry-sur-Seine à l'entrée d'un centre commercial. Polémique sur le tri qui serait réclamé par certaines préfectures. Les sans-papiers sont-ils victimes du manque de pénurie d'hébergement d'urgence ? La vie des diplomates ne sera plus jamais comme avant. Le tabou brisé par le site Wikileaks, c'est un coup porté au secret de leur fameux télégramme. Alain Juppé juge aujourd'hui scandaleux le procédé des révélations du site américain qui se donne pour objectif, on le sait, la transparence absolue, sans apporter d'informations révolutionnaires. Le scoop, relayé en France par le journal Le Monde, plonge un monde feutré dans l'embarras. Marie Brémaud. Des centaines de documents qui dévoilent les dessous de la diplomatie américaine et mondiale, un scénario cauchemardesque devenu réalité depuis hier. Cela met en danger non seulement les troupes américaines, mais aussi les individus avec lesquels nous discutons dans nos efforts, qu'ils soient en Afghanistan ou dans d'autres pays. Donc je pense que c'est un précédent très dangereux. Les renseignements divulgués concernent pour beaucoup l'Iran. Ainsi apprend-on qu'Israël a poussé les États-Unis à la fermeté contre le programme nucléaire iranien. Mais Wikileaks révèle surtout la crainte des pays arabes voisins suscités par le régime des Mollahs. À plusieurs reprises, l'Arabie saoudite a tenté de convaincre les Américains de la nécessité d'une réponse armée. Autre révélation embarrassante pour Washington, l'ordre donné aux diplomates américains en poste à l'ONU d'espionner leurs collègues, y compris ceux des pays alliés. Les télégrammes offrent également de nombreux commentaires plus anecdotiques sur les chefs d'État du monde entier. Muammar Kadhafi, il ne saurait voyager sans une infirmière ukrainienne blonde à forte poitrine. Vladimir Poutine est comparé à Batman, soit l'homme fort, le mal dominant de la Russie, à l'inverse de Dmitri Medvedev. Silvio Berlusconi est décrit comme irresponsable et imbu de lui-même. Le président français n'est pas épargné non plus, il est jugé susceptible et autoritaire. L'Élysée ne souhaite pas réagir, mais via le porte-parole du gouvernement, la France fait savoir qu'elle reste très solidaire de l'administration américaine. L'administration, bien sûr, et la diplomatie américaine, très exposée par ces fuites, les plus exposées. Sa réputation, celle de la diplomatie de Washington, est d'autant plus en cause que la plongée dans les centaines de milliers de télégrammes semble avoir été un jeu d'enfant pour l'auteur supposé du vol des données. Une enquête est en cours, rappelle ce soir le ministère américain de la Justice. Et nous reprenons donc tous ces éléments dans un instant avec nos invités. Ouverture aujourd'hui à Cancun de la conférence de l'ONU sur le changement climatique. L'ambition est de relancer les négociations qui avaient échoué lors du sommet de Copenhague. Mais malgré l'urgence, le pessimisme domine. Le président brésilien Lula a ainsi renoncé à se rendre dans la cité mexicaine, de même d'ailleurs que la présidente élue Dilma Rousseff. Une vingtaine de personnes entendues à Marseille ce matin, dont Alexandre Guérini, chef d'entreprise et frère du président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Les gendarmes mènent l'enquête sur des marchés publics présumés frauduleux dans le traitement des déchets des personnes employées par la communauté urbaine de Marseille ou encore la ville d'Aubagne figurent parmi les personnes entendues par la gendarmerie. Le Sénat rejette aujourd'hui, dans un amendement, la télévision gratuite en prison, cela lors de l'examen des crédits de la justice. C'est l'un des combats, on le sait, menés par Robert Badinter, qui juge honteuse la somme de 8 € par mois réclamée aux détenus. C'est le prix coûtant, se défend la chancellerie. L'onde de choc Wikileaks, on en parle donc au cours de cette édition spéciale, avec nos 4 invités. Avec nous, Jean-Pierre Lafont, bonsoir, ancien ambassadeur de France en Chine. Merci d'être avec nous. Vincent Nouzy, journaliste qui, lui, adore se plonger dans les documents
diplomatique américain, mais déclassifié par Washington. Hein. Vous le faites le plus légalement du monde. Oui, c'est la grande différence. C'est la grande différence. Avec nous également, Anthony Bélanger de Courrier International qui avait publié au début de cette année un numéro spécial sur la tyrannie de la transparence. Exactement. Hein. Mais la question qui rebondit aujourd'hui ne concerne pas les réseaux sociaux, mais la diplomatie. Donc, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez été pris de stupeur en découvrant donc que 250 000 dépêches diplomatiques avaient été piratées? Pris de stupeur, non. Parce que je vais vous dire, ce phénomène n'est pas nouveau. D'abord, nous sommes devant un phénomène qui est très ancien. Les diplomates savent que dans certains pays, même les télégrammes ne peuvent pas être envoyés à leur ne pouvaient pas être envoyés à leur gouvernement et qu'ils revenaient parfois aux pays résidents, notamment les télégrammes qui venaient au sud de la Méditerranée, sur l'Afrique. Vous voyez, il fallait être très prudent et ne pas mettre des choses dans les télégrammes. Quand on avait quelque chose à dire, on prenait l'avion et on allait le dire directement au ministre. Mais là, c'est quand même la machine américaine qui est piégée par un de ses soldats. Oui, mais on est devant un nouveau phénomène, qui est le phénomène que tout maintenant devient effectivement transparent. On l'a vu déjà avec les prisons irakiennes. Les photos prises dans les prisons irakiennes révélaient. On le voit avec les vidéos partout, dans une opération de police. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. L'ampleur, 250 000 télégrammes, donc effectivement, toute la correspondance. Ce qui est aussi nouveau, c'est l'immédiateté par rapport à l'actualité. Autrefois, on avait des révélations, mais elles arrivaient 6 mois, 1 an, 5 ans après, comme les papiers, sur le Vietnam. Et là, on est dans l'immédiateté. Alors, on va voir dans un instant si ces révélations sont spectaculaires, anecdotiques, si elles peuvent peser sur les conflits du moment. Je pense bien sûr à l'Iran, parce que là, le double langage des pays arabes, de certains pays arabes, est épinglé. Mais d'abord, on va s'interroger sur l'origine de cette fuite. Donc, je vous le disais, un militaire dans sa vingtaine qui a été en poste en Irak récemment. On reprend les éléments de ce dossier en essayant de remonter à sa source avec Aurélien Romano. La source de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, est un simple soldat américain. Bradley Manning, de son nom, est maintenant détenu pour la diffusion d'une vidéo montrant des soldats américains en train d'abattre des civils à la mitrailleuse. Mais l'homme ne s'est pas arrêté à cette vidéo. Il a copié et transmis à Wikileaks 260 000 rapports du département d'État à partir de la salle informatique de sa base en Irak. Motivé par un certain idéalisme et un dégoût des informations auxquelles il a eu accès, le soldat a voulu se payer l'intelligence militaire américaine. Il s'est confié à un hacker dont il est admiratif, mais mauvaise pioche, le hacker est déjà surveillé par la justice américaine, l'a dénoncé. Bradley Manning, 23 ans, encourt 52 ans de prison aux États-Unis. La faille n'est pas si étonnante si on en croit le nombre de personnes ayant accès aux données. Aux États-Unis, des gens habilités, confidentiels ou secrets, il y a probablement, les chiffres ne sont pas officiels, mais il y a probablement plus de 3 millions de personnes qui ont cette classification. Ça ne veut pas dire qu'ils sont destinataires de ces mémos, mais ça veut dire que des gens qui travaillent pour le gouvernement américain peuvent avoir accès, éventuellement, aux ordinateurs, aux databases, à ces documents. Ça relativise beaucoup la notion de secret. 3 millions de sources potentielles. Pour les journalistes travaillant sur le sujet, le plus important, ce n'est pas la source, mais la façon dont l'information est traitée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Wikileaks nous a permis de les étudier, d'en faire un travail journalistique, et que ces 5 journaux, on décide ensuite de ce qu'on diffuse, de ce qu'on diffuse pas, des gens qu'on protège, etc. Rémi Ourdan et ses collègues étrangers du New York Times, du Guardian, du Spiegel et de El País ont eu accès à ces documents il y a plusieurs semaines. Ils ont déterminé avec Wikileaks ce qui allait être divulgué ou non, en fonction de la protection à apporter aux personnes citées. Lancées aujourd'hui, les révélations ne font que commencer. Alors, fallait-il publier ces télégrammes diplomatiques dans la presse? Et puis, quelles questions fallait-il se poser avant? Je vois que mes confrères brûlent de répondre à cette interrogation. Mais nous avons avec nous Jean-François Poncet. Bonsoir. Bonsoir. Que répondez-vous à cette question? Jugez-vous ces révélations scandaleuses? Oui ou non? Réponse non, à partir du moment... Non. Non, pas scandaleuse. C'est le point de vue d'Alain Juppé, ministre de la Défense. Moi, je ne crois pas que ce soit scandaleux. En revanche, ce qui est étonnant et pourrait devenir scandaleux, c'est simplement le fait que ces documents soient si facilement accessibles. C'est tout le système américain du secret qui est en cause. Alors, les informations que nous avons aujourd'hui, les seules que nous ayons, c'est celles du Monde, le journal Le Monde, qu'il faut en passant remercier pour sa publication.
Le journal indique que ce sont, si j'ai bien compris, des documents confidentiels, mais pas des documents top secret. Alors, on n'est pas au dernier stade, effectivement. Hein. Alors, c'est quand même très très important, parce que c'est de là que découle le jugement qu'on peut porter. Et notamment le jugement sur le sérieux de la façon dont les États-Unis acheminent leurs informations et les protègent. Et pour moi, c'est ça la question essentielle. Très bien. Alors, Vincent Nouzy, votre point de vue sur ce débat qui ne fait qu'enfler depuis ce matin, évidemment. Hein. Votre question, la réponse est forcément oui. Bien sûr, une fois qu'on a ces documents qui sont authentifiés, évidemment, comme émanant du département d'État, tous les télégrammes diplomatiques, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas journalistiquement s'en servir. D'ailleurs, 5 grands journaux du monde entier ont fait ce choix. Avec certaines précautions. Avec certaines précautions qui sont tout à fait utiles, puisque des reproches avaient été faits concernant donc, des documents sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Donc là-dessus, la réponse est formellement oui. Très bien. Anthony Bélanger. Non, ce qui est intéressant, c'est que quand on se penche un peu sur les documents, on se rend compte qu'au fond, on n'apprend pas grand-chose. Pour ceux qui, comme nous, ont l'habitude de commenter un peu les affaires du monde, que le régime sunnite, par exemple, soit très opposé à l'Iran, pas de grande nouvelle sous le soleil, que Israël fasse pression sur les États-Unis pour qu'il s'occupe un peu plus de l'Iran que de ses propres affaires intérieures. Ça Israël n'a pas le double langage, effectivement, tient en privé le discours public. Mais c'est pas vrai de tous les pays. Non, c'est pas vrai, les régimes sunnites non plus. On sait très bien depuis des années, depuis toujours, que le roi Abdallah n'a qu'une obsession, c'est l'Iran. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite a dû faire un démenti pour dire non, on n'a jamais appelé à une frappe contre l'Iran. Oui. Ça peut compliquer quand même la donne dans cette région du monde. Voilà. Le problème, c'est que ça peut compliquer, effectivement. Il y a deux problèmes. Le vrai problème qui se pose, d'abord, c'est l'immense quantité de documents qui est mise à la disposition de tout le monde, et donc l'analyse qui est faite, qui a dû prendre des semaines, qui a pris des semaines pour ces grands journaux. Et puis, deuxième problème, ce sont les interlocuteurs. C'est-à-dire qu'au fond, ce que disent ces télégrammes diplomatiques, eh bien, je me suis renseigné auprès de telle personne qui m'a dit que Ahmadinejad pensait ça, que le roi d'Espagne pensait ça. Et donc, c'est très embêtant pour ces gens qui sont pas des gorges profondes, enfin qui sont des informateurs habituels des ambassades américaines qui pensaient avoir, on va dire, des conversations tranquilles avec des alliés et qui tout à coup se retrouvent livrés dans la presse internationale puisque c'est par leur biais que les télégrammes diplomatiques sont rédigés et que les informations sont données. Enfin bon, objectivement... Avec le risque de manipulation qui peut toucher évidemment les diplomates. Qui peuvent toucher les diplomates. Non, pas de manipulation. Non, par contre, mise en danger, ça c'est clair. Et c'est pour ça que le monde a été très prudent, mise en danger des sources des Américains. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas là ce soir de risque majeur pour la sécurité nationale, pour aucun des pays cités, d'accord? Est-ce que vous retenez d'abord, donc, les jugements peu amènes sur les uns et les autres Oui. Monsieur l'ambassadeur. Oui, ça c'est anecdotique, les jugements sur les uns les autres. On sait que les gens s'aiment pas beaucoup. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir certaines fragilités de la politique américaine. Par exemple, je prends quelques exemples. On apprend que M. Gates dit, même s'il y a une opération sur l'Iran, l'Iran aura quand même l'arme atomique. Donc, au fond, une certaine résignation. Deuxièmement, sur la Turquie, il y a des éléments extrêmement intéressants qui montrent que des jugements sur Erdogan très forts. Sur M. Erdogan, et on voit que M. Obama voulait nous recommander de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne rapidement, M. Cameron aussi, mais que les jugements de la diplomatie américaine sont plus nuancés. Donc il y a aussi sur l'Afghanistan, sur M. Karzai et son frère. Donc il y a quand même derrière ça une fragilité, beaucoup moins d'assurance de la diplomatie américaine que les apparences ou les attitudes ou les postures publiques le montrent. Vincent Nouzy. Là aussi, c'est pas tout à fait nouveau qu'on ait ce type-là d'attitude et qu'on découvre ainsi des jugements soit peu amènes sur des dirigeants. Moi, je me souviens dans des archives que j'ai pu consulter sur Giscard, sur Pompidou, sur De Gaulle, on traitait les Américains disaient... l'histoire actuelle, comme le disait M. Lafont. Sur Chirac, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas un peu blasés les uns et les autres parce que Daniel Cohn-Bendit disait ce matin qu'il se flattait d'être placé, c'est un peu vous aussi, messieurs, quand même dans une position de voyeur. Non, mais ce qui est très amusant, c'est qu'on redécouvre que les diplomates savent écrire. On redécouvre que les diplomates peuvent avoir de l'humour. Et ils peuvent écrire des vérités. Ils peuvent écrire des choses qui sont un peu désagréables. Enfin, franchement, ils n'ont pas non plus traité de tous les noms. Mais expliquer que M. Sarkozy, le président Sarkozy, est le plus pro-américain des présidents français depuis l'après-guerre, excusez-moi, c'est à la fois une vérité et c'est pas un scoop non plus. Quand on le présente comme effectivement la pointe du glaive, c'est une expression effectivement qui retient l'attention. Oui, alors c'est intéressant dans un télégramme diplomatique américain. Oui, ça montre que sur le dossier iranien, le président
président Sarkozy, dès qu'il a été élu en 2007, a été extrêmement vigilant et très remonté. D'ailleurs, son prédécesseur, Chirac, était aussi très vigilant sur le sujet. Les deux ont toujours été très vigilants. Ces documents montrent que l'obsession du dossier iranien est une grande constante de la diplomatie et américaine et européenne. Moi, j'étais très surpris, par contre. S'il y a bien une chose qui m'a surpris, c'est tout de même l'incapacité des États-Unis à avoir une idée un peu précise de ce qui se passait en Iran. Ça, quand même, il faut dire que ça m'a un peu surpris. C'est pas nouveau. Non, c'est effectivement pas nouveau. Oui, il n'y a rien de nouveau. Mais enfin, quand même, à ce point, être obligé de se renseigner auprès de tiers pour savoir ce que éventuellement penserait Ahmadinejad, entendre dire que peut-être Khamenei aurait, donc le leader suprême aurait un cancer, etc. Tout ce genre de choses qui passent dans des messages diplomatiques et qui semblent passer au service, ce qui montre que les États-Unis ne sont pas toujours très bien sourcés, on le voit. Ce ne sont peut-être pas les seuls éléments d'information dont disposent les États-Unis, car il n'y a pas, ce que disait M. François Poncet, il n'y a pas tous les documents top secret, il n'y a pas les rapports de renseignement. Donc là, on n'a qu'une petite partie de ce qui est produite par l'administration. Jean-François Poncet, il faut voir le nombre de télégrammes qui arrivent. Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire des télégrammes qui arrivent au Quai d'Orsay. Il est totalement impossible de les lire. Donc il y a donc envoyer au ministre. Hein. Mais donc il y a forcément une lecture et un tri. Le président de la République lisait. Le président Chirac lisait 10 télégrammes par jour. Moi, je sais que c'est moi qui, quand j'étais secrétaire général de l'Élysée, était chargé de préparer le dossier des documents que le président de la République devait lire. D'accord. C'est moi qui faisais ce tri. Il était précédé d'ailleurs d'autres tris, parce que sinon je n'y serais jamais arrivé. Et j'arrivais chez Giscard et il y avait en effet une dizaine de télégrammes à tout casser, d'ailleurs fort intéressants en général, beaucoup plus intéressants et donnant bien plus d'informations utiles que les documents de nos services de renseignement. Nous avons, vous savez, dans toutes les ambassades, dans toutes les ambassades, il y a des agents de renseignement qui sont connus de tous, mais sont soi-disant attachés militaires adjoints ou autre chose. Permettez-moi de vous interrompre, M. Poncet, mais je voulais juste souligner une chose assez intéressante à propos de ces 250 000 messages, c'est qu'en fait, ils sont la résultante. Pourquoi est-ce que ce jeune homme de 23 ans a réussi à les pirater? Eh bien, c'est une réforme de George Bush qui le lui a autorisé. Et oui, parce que vous savez qu'au début, après le 11 septembre 2001, tous les services de sécurité américains ont été mis sous la coupole d'une Intelligence Central Agency, c'est-à-dire une sorte de chapeau d'intelligence. Ils ont nommé un tsar et donc ils ont fait en sorte que tous les services informatiques puissent être connectés entre eux, du département d'État à la CIA en passant par la NSA. Il y avait 17 agences, plus le département d'État. Les 18 se sont mises ensemble sous un espèce de chapeau, un chapeau informatique, pour communiquer entre elles, pour résoudre le problème de l'incommunication. Et c'est grâce à cela que cet homme a pu pirater autant de messages. Les informations sur le fond qui sont publiées aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a d'autre dans ces documents, mais n'apporte aucune espèce de surprise, ne change en rien l'évaluation qu'on pouvait avoir avant. On savait bien qu'Israël était inquiet et s'interrogeait sur la façon de réagir au programme nucléaire iranien. Jean-Pierre Lafont, votre réaction alors, par exemple, Hillary Clinton dénonce à l'instant une attaque contre la communauté internationale. Quand même, les autorités américaines utilisent des grands mots dans cette affaire-là. Et vous êtes en train de nous banaliser ce qui est présenté par Washington comme une attaque contre la planète. Alors, monsieur l'ambassadeur. Moi, je ne suis pas dans ce que je trouve des excès. Je dis qu'il y a quand même, je nuance par rapport au ministre, je trouve qu'il y a quand même des révélations sur la Turquie, sur le jeu troupes de la Turquie, sur la fragilité afghane. Je trouve aussi
que parfois les services de renseignement donnent des choses très intéressantes. Je rappellerai quand même que sur l'Iran, la révolution islamique, c'est un jeune colonel de nos services de renseignement qui, un an avant, je dis bien un an avant, a prévu la chute du Shah. Et il en a persuadé l'ambassadeur. Donc, parfois, les services de renseignement ont aussi des choses intéressantes. Est-ce que la diplomatie pourra s'adapter à cette nouvelle ère que vous saluez tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire celle de la transparence? Est-ce qu'on peut faire de la diplomatie sans un minimum de confidentialité? Je vous ai dit tout à l'heure que déjà, dans un certain nombre d'États au sud de la Méditerranée, les diplomates ne pouvaient pas écrire quelque chose dans les télégrammes parce que ça revenait au chef d'État. Et ça, depuis 40 ans. Et donc, à ce moment-là, le diplomate prenait l'avion. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et il y a des choses que l'on n'écrit pas, même dans un télégramme, et on prend l'avion. Et ça s'est toujours fait. Mais il y a plusieurs échelons dans la classification des documents, puisque effectivement, nous ne sommes pas là en présence de documents. Nous avons le secret défense, ou le top défense pour les Américains, alors. Il y a quelque chose qui est plus secret encore. C'est quand un télégramme arrive avec pour le ministre seulement. Ce télégramme n'est pas diffusé où que ce soit. Il va chez le ministre et personne, en principe, sauf le président de la République. Je ne suis même pas sûr. Parce que ce sont des instructions données au service du chiffre du Quai d'Orsay. Un dernier mot, Vincent Nouzille. Oui, non, parce que il se trouve que j'ai puisé moi, dans les archives de l'Élysée récentes, celle de Jacques Chirac, où on voit que Jacques Chirac traitait certains diplomates américains de mauvais cons, etc. Donc voilà, il y a aussi côté français de temps en temps des jugements Jean-Pierre Lafond n'est pas surpris. Un peu sévères. Un peu sévère. Pas surpris. Il a eu quelques mots sur Madame Thatcher. Et surtout, pourtant, il avait de très bonnes relations avec Madame Thatcher. Bon. Il y a beaucoup de conversations qui sont exactement le pendant de ce qu'on va trouver dans les télégrammes américains. D'accord, très bien. Merci à tous les quatre de nous avoir éclairés sur cette affaire Wikileaks dont on va encore beaucoup parler. La question du nouvelobs.com. Est-ce que le site a eu raison de diffuser ces documents diplomatiques? On regarde vos réponses. Vous dites oui à 65%. Ils ont mis raison, c'est vrai. Non à 30%. Merci, messieurs. La suite du 19h. Y a-t-il un tri parmi les sans-abri en France? Les sans-papiers, premières victimes du manque de place dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est du moins ce que révèle le quotidien Libération, documents à l'appui. Dans certains départements comme le Calvados ou le Haut-Rhin, les services administratifs de l'État préconiseraient de faire un tri dans l'accueil d'urgence. Des révélations qui ne surprennent pas le milieu associatif en charge de l'accueil des sans-abri. Dès le début du mois de novembre, nous avons alerté notre réseau pour être vigilants sur ce type de pratiques et pour rappeler notre attachement au principe de l'accueil inconditionnel. Pourtant, de Nicolas Sarkozy à François Fillon, l'exécutif a souvent rappelé son attachement à ce principe d'inconditionnalité. Dans les faits, il en serait donc autrement. Indignation au PS. Ce n'est pas aux associations de faire le tri entre ceux qui ont froid et des papiers, ceux qui ont froid et pas de papier. Ce n'est pas à l'État non plus de faire un tri. La responsabilité de la République dans ces cas-là, c'est d'héberger tout le monde. Le sénateur Bernard Raymond connaît très bien ces questions d'hébergement et de demandeurs d'asile. Pour lui, ce sont des pratiques isolées. Je pense que ce sont plutôt des analyses et des décisions locales qui outrepassent les indications qui leur sont données et qui, semble-t-il, ne sont d'ailleurs pas conformes à la loi. Brice Hortefeux n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais ces révélations mettent une nouvelle fois en avant la pénurie de places d'hébergement d'urgence dans certains départements, même si officiellement, elle serait suffisante. Invité du 19h, Nicole Mestrassi, bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Vous êtes là donc pour réagir aux informations de Libération ce matin que vient de nous résumer Fabrice Cunet. Donc l'hébergement d'urgence est un droit universel, mais apparemment certaines préfectures recommande le tri des demandeurs. Est-ce que vous l'avez découvert en ouvrant le journal ce matin? Ils ne recommandent pas tout à fait le tri des demandeurs. Ils font des choix, au fond, et ils incitent les associations à faire des choix dans un contexte, comme vous l'avez dit dans votre reportage, dans un contexte de pénurie dans un certain nombre de départements.
Et qu'est-ce qui vous a choqué néanmoins le plus Écoutez, dans ces télégrammes préfectoraux? Nous ne le découvrons pas, parce que la fédération que je préside fédère 850 associations qui gèrent 95% des centres d'hébergement. Donc nous ne le découvrons pas. Nous avions à plusieurs reprises attiré l'attention du gouvernement sur ces questions et c'est pas tout à fait nouveau puisque